Voilà, donc bienvenue à tous pour ce séminaire concernant les produits d'assurance vie et l'intérêt que notre solution peut présenter pour une clientèle et les gens ayant déjà des produits d'assurance vie. Alors j'ai publié un article il y a quelques semaines sur ce problème-là, sur le problème que j'entrevois à moyen long terme sur les assurances vie et pourquoi il me semble indispensable de cumuler ce produit avec le nôtre. Donc je vais revenir un petit peu sur quelques chiffres que soit vous connaissez, soit vous connaissez pas, mais en France on a à peu près 1800 milliards à l'heure actuelle qui sont investis en assurance vie. 85% de ces 1800 milliards sont investis, donc ça fait 1500 milliards sont investis sur les fonds en euros. Donc qui sont des fonds dont l'objectif est d'avoir un rendement régulier mais sans aucune prise de risque. Et le reste, donc 15-14% exactement, sont investis sur des fonds plus dynamiques. Et l'assurance vie est de très très loin le produit d'épargne prisé des Français, avec par exemple le PEA ne représente que 90 milliards ou même le livret A un montant bien plus faible. Donc ce sont vraiment des chiffres relativement considérables. Donc c'est vraiment très important pour moi de donner mon point de vue un petit peu. Alors, on reviendra sur pas mal de détails une fois qu'on va parler. Alors, je voudrais commencer ce webinaire. Donc ici, voilà, je vais faire défiler un certain nombre de sliders. Donc, l'assurance vie est un produit qui est un produit intéressant, qui a un cadre fiscal très avantageux et qui présente de très nombreux avantages. Donc, on reviendra un petit peu sur chacun d'entre eux. Alors, grosso modo, si vous assistez à ce webinaire, j'imagine que vous connaissez un petit peu la particularité du produit d'assurance vie. Donc, le premier intérêt, c'est que c'est un outil de succession, de donation qui est très intéressant puisqu'il y a un cadre fiscal très avantageux en France pour ce type de produit. C'est un contrat qui peut être utilisé en complément de revenus. C'est la principale façon dont il est vendu en France, avec donc effectivement la conversion, le capital à terme et les investissements. Au moment où on prend sa retraite, on demande soit à toucher une somme importante d'argent, la plupart du temps à toucher cet argent-là sous forme de complément de revenus mensuel. Donc c'est un cadre intéressant. La fiscalité, elle est connue. Sinon, c'est pas le cadre de ma présentation, donc je vous invite à vous rapprocher d'un interlocuteur qualifié, parce qu'en plus ça bouge quasiment tout le temps en ce moment. On voit qu'il y a une grosse évolution. Il y a eu des rumeurs en milieu d'année dernière qui ont parlé d'alourdir la fiscalité, à proprement parler sur les plus-values. Ça n'a pas été fait pour l'instant. En revanche, on est dans un cadre de fiscalité générale, c'est-à-dire que la CSG-RDS s'applique sur les profits des contrats d'assurance vie. Donc voilà, on connaît un petit peu le cadre général, c'est-à-dire que dans les 4 premières années de votre contrat, vous avez une fiscalité qui est lourde, mais pas aussi lourde de toute façon que le cadre général, et puis ensuite de 4 à 8 ans, un peu moins intéressante, punitive, et bien évidemment, au terme des 8 ans, on a une fiscalité allégée, puisqu'on n'a plus d'impôt sur les plus-values, uniquement la CSG et la RDS. Alors, pour autant, aujourd'hui, ma position, c'est qu'il faut faire attention aux contrats d'assurance vie, et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Dernier avantage des contrats d'assurance vie, c'est ce que j'appelle le lockdown. Ça fait 20 ans que je suis en contact avec la clientèle des particuliers pour les produits d'épargne, sous une forme ou sous une autre, et je me suis aperçu qu'il y a une des choses les plus compliquées pour les gens qui avaient des produits d'épargne, c'est de ne pas y toucher. C'est-à-dire que tout le monde sait que la bourse est du long terme, et pour autant, il y a une tentation très importante d'intervenir sur les produits surtout lorsqu'on fait de la gestion active. Et une des choses les plus intéressantes dans le contrat d'assurance vie, c'est qu'on sait qu'on y est au moins pour 8 ans, voire plus, et donc les gens ont tendance à beaucoup plus respecter cette situation. Alors, il n'y a pas beaucoup de produits comme ça qui permettent d'avoir un lockdown. Donc une période comme ça verrouillée, celle-là, elle est impliquée, c'est la loi, c'est-à-dire c'est l'avantage de fiscalité que vous allez avoir au bout des 8 ans qui vous force à le faire. Il faut savoir qu'il y a bien évidemment de très nombreux produits obligataires, comme les comptes à terme. Vous avez le monde de hedge fund, où souvent vous avez un investissement qui est avec un minimum de 2 à 3 ans, voire plus, sur certains produits.
Voilà, c'est toujours des choses qui sont relativement intéressantes pour forcer le client à rester sur ce type de produit. Donc ça, c'est pas mal du tout, et l'assurance vie a cet avantage-là. Donc voilà un petit peu le paysage. Ce sont bien évidemment des rappels pour la plupart d'entre vous, j'espère. Et donc voilà. Alors les inconvénients. Les inconvénients, ils sont bien évidemment au niveau des frais. Les frais sont multiples, ils sont à tout niveau. Vous avez des droits d'entrée, bien évidemment, qui sont négociables en fonction des partenaires que vous avez. Vous avez des frais de gestion. Ce sont des frais qui vont être facturés annuellement. Alors les performances qui sont publiées par les différents établissements bancaires sont nettes de frais. Pour autant, ce sont souvent des frais qui sont relativement importants. Je peux vous assurer que la gestion de l'assurance vie est vraiment un des postes très très importants chez les assureurs. Il y a une raison également qui fait que ces assurances vie supportent des frais de gestion très importants, c'est qu'il faut savoir que les prescripteurs, les vendeurs de produits sont souvent rémunérés également et sur les droits d'entrée et sur les frais de gestion. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un produit à un conseiller financier, tout au long de la vie du produit, les frais de gestion vont être partagés entre l'assureur et puis celui qui vous aura vendu le produit. C'est vraiment une incitation très forte à vendre des produits. Vous avez également des frais sur l'arbitrage, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez vouloir changer de produit pour aller vers un autre, vous allez avoir des frais. Donc tout ça, c'est la catégorie des frais. Donc voilà, 3 postes de frais qui peuvent être très importants au fur et à mesure, et donc qui représentent un gros inconvénient sur les frais d'assurance vie, parce que ces frais sont relativement incompressibles et sont souvent très importants par rapport au reste des produits qui existent sur le marché. Même si on commence à voir un certain nombre d'acteurs différents qui proposent des frais différents. Alors attention quand même à ces acteurs. C'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Je ne vais pas passer la soirée là-dessus, mais l'historique, chaque assureur vie, c'est-à-dire celui qui gère le produit, est en charge de l'intégralité de sa clientèle. Si j'ai 100 clients, je gère ces 100 clients. Et donc ces sociétés qui ont tendance à proposer moins de frais sont des sociétés jeunes et qui ont donc une surface de clientèle bien moins importante. Et donc il faut faire attention à ne pas se retrouver avec une société qui serait trop petite ou qui aurait trop peu de clients et qui en cas de problème pourrait se retrouver dans des difficultés importantes. Donc il faut aussi faire attention à la signature de son assureur. Voilà. Un des inconvénients d'assurance vie qui est souvent un petit peu ignoré, c'est les problèmes de dissolution en cas de divorce. Il faut savoir que lorsque un couple divorce, un contrat d'assurance vie doit forcément être cassé pour être inclus dans le calcul du divorce. Ça veut forcément dire que si on n'est pas vraiment au bon moment dans un cycle de produits, on n'aura pas le choix et on sera obligé de casser ça. Et si c'est bien évidemment au début de la durée de vie de ce produit, on va être obligé de supporter des frais relativement importants. Donc ça peut être un risque. Donc ça, c'est une chose. Et puis, la dernière des choses, c'est ce que j'ai appelé ici le risque produit. Donc nous allons en parler, qui est pour moi un des risques principaux qui va se manifester dans les prochaines années sur ces contrats d'assurance vie. Et la raison pour laquelle il faut avoir faire attention en termes de risque par rapport à ces produits-là. Alors, ce risque produit, il va se matérialiser parce que les fonds en euros sont bien évidemment investis sur ce qu'on appelle les obligations. Alors, ça fait 30 ans qu'on est dans un contexte général de baisse des taux, depuis à peu près 1980, entre 80 et 85 en fonction des zones dans le monde. Et depuis ce moment-là, on a des banques centrales qui parviennent à contrôler l'inflation ou un cycle économique qui parviennent à ce que l'inflation soit contrôlée, plutôt, on va dire ça comme ça. Et ce qui amène les banques centrales à avoir la possibilité de baisser les taux d'intérêt pour de diverses raisons. Puisqu'en fait, lorsqu'on a un climat avec une inflation qui est relativement faible, on a les banques centrales qui baissent les taux. Et puis ensuite, comme vous le voyez depuis maintenant 2008, donc ça fait 6 ans consécutivement où vous avez des baisses de taux pour essayer de relancer l'économie. Les banques centrales incitent les gens à investir, etc. Donc on a un contexte de baisse des taux. Alors,
Donc on va revenir longuement là-dessus un petit peu après. Pour l'instant, je voudrais faire une parenthèse sur quelque chose qui est relativement peu connu, qui est comment est calculée la performance des assurances-vie. C'est quelque chose qui est assez peu médiatisé, puisqu'effectivement, sur la plupart des produits financiers, vous achetez une action ou vous achetez n'importe quel produit, vous la revendez après quelques semaines ou quelques mois, et c'est directement la performance de ce produit qui va faire votre rémunération. C'est valable sur n'importe quelle SICAV. C'est-à-dire que vous avez dans une SICAV, au jour d'aujourd'hui, elle est valorisée à tant. Le gestionnaire va investir cet argent sur le marché, et à la fin de la période d'investissement, vous aurez une valorisation de votre SICAV qui peut être quotidienne ou hebdomadaire, et lorsque vous revendez, vous avez cette valorisation qui est faite. Un contrat d'assurance vie, c'est pas du tout la même chose. Vous passez un contrat avec l'assureur ou faire des placements annuels, et ce placement annuel va être bloqué, et en fin d'année, chaque fin d'année, donc on va dans les prochains jours et prochaines semaines avoir les publications, vous avez l'assureur qui va décider lui-même de la rémunération qu'il veut donner à ses placements. Et j'ai bien dit, il va décider de cette rémunération. Alors cette décision, elle se fait en fonction de plusieurs choses. La première chose, c'est bien évidemment la performance obligataire annuelle, c'est-à-dire ce que a rapporté les placements qu'il a fait cette année. La deuxième chose, c'est son portefeuille de placement, c'est-à-dire les placements historiques qu'il avait dans son portefeuille. Donc depuis des années, il a investi toute la collecte qu'il a fait d'assurance vie, et il a surtout réinvesti ses fonds sur d'autres produits. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très difficile à faire pour des jeunes assureurs vie. Donc c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure. C'est aussi pour ça que vous avez des très très anciens organismes comme l'AFER, qui sont des organismes qui existent depuis tellement longtemps, qui ont eu des gros placements à réinvestir. Donc vous avez également cet aspect-là à tenir en compte. Et puis ensuite, vous avez une politique marketing, c'est-à-dire que tous les acteurs sont en concurrence, bien évidemment, puisque quand vous allez choisir un produit d'assurance vie, vous allez devoir choisir un acteur plutôt qu'un autre. Et donc, chaque année, il y a une décision qui doit être prise entre un assureur vie par rapport à un autre, et qui doit dire, ben voilà, moi j'ai envie que dans ma publicité l'année prochaine, on puisse dire que j'ai offert un petit peu plus que mes copains. Donc chaque année, vous allez avoir 4 ou 5 acteurs qui vont essayer de se démarquer des autres pour attirer plus de clients l'année prochaine, en espérant que cette publicité va leur amener plus de clients. Donc, en fonction de ces 3 éléments, l'assureur va dire à un moment donné, voilà, je décide d'offrir une performance qui est de voilà. Et cette année, a priori, on s'oriente vers une performance qui serait aux alentours de 2,4% pour les fonds en euros, qui est ce que les clients vont payer. Alors une précision très importante, c'est que 2,4% cette année, une fois qu'on a enlevé la CSG et l'RDS, imaginons qu'on soit déjà au bout de 8 ans, donc on n'est pas d'impôt sur les plus-values, on va arriver à une performance nette qui va être aux alentours de 1,5%, qui est finalement très très proche de ce que rapporte le livret A aujourd'hui avec un taux de 1%. Donc il va falloir vraiment commencer à se poser des questions. C'est-à-dire que du temps où les assurances vie rapportaient 3, 4, 5%, il n'y avait pas vraiment photo en termes de décision. Aujourd'hui, avec des taux qui sont aussi faibles, et on annonce d'ores et déjà que pour 2015, l'année prochaine sera, j'adore parce qu'ils font leur publicité à l'envers, donc d'entrée ils ont commencé par dire l'année prochaine sera certainement encore moindre que cette année. Ils savent d'ores et déjà que les taux sont faibles sur ce qu'ils ont en portefeuille. Donc, ils essayent de vendre ça à leurs clients. Alors, bien évidemment, quand on regarde le panel des produits qui sont garantis et ce qui est la possibilité, ça reste un des produits sûrs. De plus, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que lorsque on est amené à casser son produit, a priori, on n'a pas, enfin, ça dépend des assureurs. Donc là, il faut voir au cas par cas. Mais en règle générale, on n'a pas d'autres pénalités que ces pénalités d'impôts. Et les impôts, on les payerait quand même si on avait un produit différent. La seule chose, c'est que aller sur un produit d'assurance vie pour avoir un faible fonds obligataire, c'est peut-être pas très malin. À savoir qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de fonds obligataires qui rapportent quand même sur ces dernières années beaucoup plus que ce que a rapporté l'assurance vie, notamment dans ce contexte de baisse des taux. Donc on va parler un petit peu de ça au niveau de la performance produit.
Alors, revenons au risque qui est directement lié à une assurance vie pour bien comprendre de quoi on parle. On a 3 types de risques différents. On a ce que j'ai appelé le risque de liquidité, ensuite le risque de défaut des émetteurs et dernièrement le risque de taux. On va voir au cas par cas chacun de ces risques. Le risque de liquidité, il s'applique à 2 niveaux. Il s'applique sur les obligations, c'est-à-dire que si l'assureur qui gère votre portefeuille achète un produit sur lequel demain ce produit plus personne ne veut, ils essayent de le vendre mais plus personne ne veut le racheter, ça fait peser un certain risque. Mais il y a aussi le fonds géré lui-même. C'est-à-dire qu'imaginons que vous ayez un assureur qui gère, je donne un chiffre au hasard, 50 milliards, et que d'un seul coup, pour une raison X ou Y, parce que l'emballement de la crise ou autre, d'un seul coup, vous avez énormément de souscripteurs qui cherchent à sortir de ce fonds d'assurance vie. Il pourrait y avoir un emballement parce que l'assureur vie serait obligé de vendre un grand nombre de produits qu'il a en portefeuille, et ça pourrait endommager profondément et les disponibilités de l'assureur et la performance de l'assureur, puisqu'il est obligé de vendre dans la précipitation, et ça va endommager la performance. Donc ça, il faut faire très attention aussi lorsqu'on va souscrire de la taille de l'assureur pour faire face à ce genre de choses. Ce sera bien plus simple à un assureur qui a 1 milliard de vendre pour 100 euros qu'à un assureur qui a 100 euros à vendre 100 euros. Voilà, c'est caricatural, mais vous comprenez où je veux en venir. Donc ça aussi, il faut vérifier ce point de vue-là. Deuxième chose, vous avez le risque de défaut des émetteurs. Alors si pendant de très nombreuses années on ne s'est pas posé la question, et bien évidemment que depuis 2008, ce défaut il est bien plus important qu'avant. Vous avez des émetteurs qui sont des émetteurs d'État, vous avez des émetteurs qui sont des émetteurs privés. Les contrats d'assurance vie sont placés sur énormément de liquidités différentes, puisque bien évidemment avec les sommes que ça représente des choses considérables. Alors pour avoir des intérêts les plus intéressants possibles, les assureurs vont prendre plus de risques, donc ils vont aller sur des entreprises par exemple, qui vont toujours payer plus que des États. Donc dans un portefeuille, il va y avoir de tout, et donc forcément à un moment donné, il va y avoir des risques de produits un peu plus risqués que d'autres, c'est-à-dire avec des signatures qui sont moins intéressantes. Et donc ça, bien évidemment, il faut faire très attention parce que si un jour on a une remontée des taux d'intérêt, ça peut poser des problèmes. Le dernier risque, c'est celui des taux, dont on va parler maintenant un petit peu plus en détail, puisque c'est celui, à mon sens, qui est le plus, qui pourrait poser le plus de problèmes sur pour les assureurs. Alors voici la courbe de performance. Pardon, pas de performance, la courbe de taux des banques centrales européennes et américaines depuis 1999. Donc ici, vous avez, alors je vais attraper mon curseur, hop là. Voilà, donc vous avez 2 phases de taux principales, vous avez cette phase de taux ici, phase de hausse des taux, pardon. Vous avez la phase de taux qui était 1999, 2000, 2001. Alors cette phase de taux était directement liée à un très gros embellissement du contexte économique qui était, à l'époque, on l'a appelé la bulle des technos. Vous avez un contexte économique qui s'emballe, la croissance va de mieux en mieux. Si la croissance va de mieux en mieux, les salaires montent, puisque les employeurs ont du mal à recruter, il y a de moins en moins de chômage, on va employer de plus en plus de personnes, ces personnes vont être difficiles à trouver, comme elles sont difficiles à trouver, on les paye plus, et c'est parce qu'on les paye plus que ça crée de l'inflation, et comme il y a une inflation sur les prix, puisqu'on les paye plus, il faut la reporter sur le produit, vous allez avoir cette inflation qui va créer faire peser un risque sur l'économie, un risque d'emballement. Dans ce contexte-là, vous avez les banques centrales qui montent les taux d'intérêt, et vous allez avoir donc cette hausse de taux d'intérêt. Donc quand les taux montent, vous avez les émetteurs d'obligations qui sont capables de proposer de plus en plus des coupons de plus en plus intéressants. C'est-à-dire que si les taux de la Fed ici sont aux alentours de 6,5%, moi en tant qu'entreprise, si je veux avoir des gens qui me prêtent de l'argent, je vais devoir proposer plus que 6,5%. Plus mon entreprise est fiable, plus cet effort est modeste, plus mon entreprise n'est pas fiable ou je suis dans un contexte difficile à faire emprunter de l'argent, plus je vais devoir proposer des coupons importants.
Donc imaginons que je suis une entreprise bêta, qui n'est pas vraiment une grande signature, etc. Je vais devoir proposer 10, 12, 15% afin, à ce moment-là, une fois que les taux de la Fed sont à 6,5, pour qu'on me propose que les gens me prêtent de l'argent. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Ici, nous avons une deuxième période de hausse de taux qui était entre 2004 et 2008, bien évidemment qui correspond également à la période de bien mieux économique avant la crise de 2008. Ensuite, on voit donc la première crise qui était celle qu'on a appelée la crise des technos. En réalité, il y a eu une grosse ralentissement économique. C'est pas que les technos qui ont été affectés, c'est l'ensemble du marché. Donc ici, de 2001 à 2004. Et puis, à partir de 2008, bien évidemment, avec une réaction majeure à cette crise des subprimes américains, où on a eu une baisse des taux. Et puis, depuis 2012, on constate que, alors, les Américains, vous voyez qu'il y a deux stratégies différentes. Les Américains qui ont baissé leur taux à zéro dès 2009 pour essayer de contrer le plus fortement possible la crise des subprimes. Et puis, donc ici, c'est la date de départ des Européens, donc qui ont cru que la crise concernerait que les États-Unis, qui ont commencé tardivement et qui se sont arrêtés à 1% pendant quelques temps et qui ont dû, là, il y a eu une hausse des taux qui est due à la défense de l'euro. On a essayé de proposer une hausse des taux pour essayer de renchérir, et ensuite, donc une baisse des taux qui a continué avec aussi ces derniers temps la BCE qui a carrément des taux négatifs pour essayer de motiver les gens à placer de l'argent auprès de la BCE. En fait, quand vous empruntez de l'argent auprès de la BCE, comme les taux sont négatifs, on va vous rendre plus d'argent que celui que vous aviez. Donc voilà le contexte depuis 30 ans d'autres taux d'intérêt. Alors pourquoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce que le prix d'une obligation, dans une obligation, il y a deux choses. Il y a le coupon, qui est les intérêts qui vont être payés chaque année à la personne qui a acheté cette obligation, et il y a le prix de l'obligation lui-même. Votre portefeuille d'obligations, il va évoluer grâce à ces deux choses. La première chose, qu'est-ce qui va être payé chaque année? La deuxième chose, l'évolution du prix de cette obligation au fil du temps. Dans un contexte de hausse des taux, le prix de l'obligation lui-même va baisser. Pourquoi? Tout simplement parce que les nouvelles obligations qui vont être présentées sur le marché, imaginez, là, ça fait déjà 6 ans que les obligations sur les marchés américains, la Fed a des taux à 0%, donc la plupart des obligations qui sont proposées sur le marché ont des taux très faibles. 1, 2, 3% si les signatures sont importantes, et vraiment pas beaucoup plus, même en cas de signature approximative. Donc si demain, la Fed commence à remonter ses taux, si vous pouvez placer sans risque auprès de la Fed à 1, 2, 3%, il est bien évident que c'est beaucoup plus intéressant que de placer avec des risques auprès d'un émetteur, une entreprise ou autre. Donc, lorsque les taux remontent, le prix d'une obligation baisse. Maintenant, vous voyez aujourd'hui la courbe de ces 15 dernières années et vous voyez le niveau des taux de la BCE et de la Fed qui sont à zéro depuis quelques mois, quasiment depuis un an. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de probabilité qu'on continue à être zéro, ou est-ce que à un moment donné, les taux vont pas recommencer à monter? Alors bien évidemment que je ne suis pas capable de vous dire quand. Est-ce que c'est dans un an? Est-ce que c'est dans 2 ans? C'est probablement à moyen terme. Maintenant, il y a une certitude, c'est que les Américains ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient remonter leur taux d'intérêt. Et regardez ce qui s'est passé dans les périodes précédentes, c'est qu'on a ici une remontée des taux américains. C'est suivi par 6 mois d'effet par les Européens. Je ne pense pas que cette fois-ci ça ira aussi vite. Là, on a le début de la hausse des taux américains et la hausse des taux européens arrive 1 an et demi après. Donc, imaginons qu'on ait une hausse des taux cette année des taux américains. Vous voyez aussi que la hausse ne se fait jamais, il n'y a jamais qu'une seule hausse, c'est un cycle de hausse des taux. Donc, il est probable qu'on assiste de nouveau à une progression des taux d'intérêt à partir de cette année. Qu'est-ce que ça risque de poser? Eh bien, ça risque de poser que l'investissement que vous avez fait, alors pour l'instant, je parle sur les obligations, je viendrai sur le cas particulier des contrats d'assurance vie juste après. Donc voilà ce qui se passe ici donc ici nous avons un produit qui est un produit AXA, qui sont des obligations européennes. Rappelez-vous la courbe. Ici, on avait donc sur les 5 dernières années,
on avait de la baisse des taux et on avait 2006, 2007, 2008, un contexte de hausse des taux. Je repasse sur la courbe de performance de AXA. Et qu'est-ce qui s'est passé 2007, 2006, 2007, 2008? Bien évidemment, on a eu une baisse relativement forte du produit. On était à 32,50 pardon, en début de cycle. On a fini avec une pointe à 27,50 € qui est une baisse de plus de 20% sur ce produit qu'on a mis plus de 2 ans et demi à récupérer. Et ce n'est que depuis début 2014 qu'on commence à gagner de l'argent. Alors, ce fonds est un fonds qui reflète l'évolution des obligations, c'est-à-dire le prix intrinsèque. Au-delà de ça, il y a dans un contrat d'assurance vie, bien évidemment, ils investissent sur la durée, ils vont toucher les coupons. Donc on est dans une situation différente. Pour autant, imaginez une entreprise d'assurance vie qui depuis 30 ans a dû acheter au fur et à mesure, puisque vous le savez très bien, on en fait la publicité que chaque année, il y a de plus en plus de clients sur l'assurance vie. On a collecté quelques 20 milliards l'année dernière. Donc vous avez chaque année des assureurs qui doivent trouver 20 milliards d'investissements supplémentaires à faire. Qui plus est, vous avez tous les produits qui sont arrivés à échéance que les assureurs ont achetés il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui doivent être réinvestis. Ces produits, à l'heure actuelle, doivent être réinvestis dans des contextes de taux extrêmement faibles. Alors certes, ils avaient quelques assurances qui ont été achetées dans des meilleures conditions quand on valait 6% il y a une quinzaine d'années, mais il est bien évident que la plupart des produits qui sont les leurs aujourd'hui ont été achetés à des produits faibles. Donc, ils vont avoir un problème de coupons. Deuxièmement, ils ont un second problème. Si le contexte des hausses des taux se matérialise, ils vont pas pouvoir travailler ils vont pas pouvoir profiter de la capitalisation des produits. Alors, bien sûr, ils peuvent faire tourner leur portefeuille, vendre un certain nombre d'obligations, mais pour ça, il faudrait qu'ils soient certains du résultat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité de vendre des obligations qui sont bien montées, et puis faire le dos rond pendant quelques temps, en ayant ces choses-là sur du monétaire et en essayant de racheter moins cher. Mais vous pouvez imaginer pour un assureur qui doit payer tous les ans, jamais il peut faire ça. C'est impossible dans leur cadre de gestion. Donc ils sont coincés, ils doivent rester en position. Lorsqu'on reste en position dans un contexte de hausse des taux, il y a aucun moyen d'éviter la baisse de son portefeuille et d'éviter le truc. Le pire qui pourrait arriver, c'est que si on a vraiment des taux qui remontent, avec des propositions de monétaire à 3 ou 4%, que les assureurs, ils sont tellement chargés en obligations pas chères, parce que ça fait tellement longtemps que les taux sont pas chers, que si cette hausse se fait de manière très rapide, si la hausse est graduelle, ça ira. Si cette hausse se fait de manière très rapide, ça ira pas du tout. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'année prochaine, quoi qu'il arrive, les assureurs vont donner à peu près 2,2%. C'est ce qui se murmure. Pour 2015, je passe, pas pour 2014. 2014, c'est fait. L'année est terminée, ils vont annoncer leur profit maintenant. Dans un an, ils ont d'ores et déjà commencé à dire, attention, il est probable qu'on ne pourra pas donner plus de 2,2%. C'est très bien. Mais si dans un an, les taux américains sont à 4%, vous avez du sans risque, du monétaire, qui sera à 4%. Je ne sais pas à combien serait livré, mais il se peut qu'il sera beaucoup plus important. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un risque de personnes qui sont investies depuis un certain nombre d'années, qui sortent de ce contrat d'assurance vie pour aller soit sur des produits un petit peu plus dynamiques, soit là-dessus. Et qu'est-ce qui va se passer s'il y a un emballement des retraits sur les contrats d'assurance vie? On l'a vu tout à l'heure. Vous allez avoir des ventes en cascade sur les produits d'assurance vie, avec des obligations dont le prix est en train de s'écrouler, puisque je vous rappelle qu'on sera dans ce contexte-là de prix. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir les prix qui vont chuter encore plus. Et donc les assureurs qui vont être face à une vraie crise de liquidité. Donc aujourd'hui, le danger qui existe sur les contrats d'assurance vie placés en euros est un contexte de remontée des taux rapides. Alors pour l'instant, bien évidemment, vous allez me dire, a priori, surtout en Europe, on n'est pas dans ce contexte-là. Vous avez raison, l'inflation n'est pas du tout un problème, la reprise économique est malheureusement pas du tout un problème, et on ne voit pas comment ça pourrait arriver. Sauf que il y a à l'heure actuelle, comme vous le savez, des campagnes de monétisation qui ont été mises en route aux États-Unis dès 2008, au Japon, des campagnes extrêmement fortes. Historiquement, qu'est-ce qui a amené à la monétisation? Elle a toujours amené de l'inflation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette impression monétaire va se transférer quelque part dans l'économie réelle. Au départ, cette impression monétaire se transmet
sur les marchés actions. Il y a plus d'argent qu'avant, il faut l'investir quelque part, on va le mettre sur les marchés actions. On a assisté ces dernières années à une hausse très importante des marchés américains. Au Japon, on ne voit pas ça se matérialiser. L'impression monétaire est en route, dans des sommes qui sont, dans des proportions qui sont gigantesques, en Chine aussi, et cette monnaie ne vient pas nécessairement se passer mécaniquement sur les marchés actions. Mais quoi qu'il arrive, à un moment donné ou à un autre, est-ce que c'est 12 mois, est-ce que c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, cette énorme impression monétaire qui est en train de se faire, cette croissance monétaire, pardon, va se convertir en inflation. Il n'y a pas d'autre issue, j'en suis convaincu à titre personnel, et les livres d'histoire ont montré que c'était toujours le cas. Alors on est en train de nous expliquer que cette fois-ci, ils ont tout compris, qu'ils vont arriver à faire ça de manière différente. J'ai très envie de les croire, et il faudrait pour le monde moderne que ce soit le cas. Mais malheureusement, j'ai bien peur que la réponse soit la même que celle qui s'est prouvée historiquement et qu'on a eu des périodes d'inflation. Alors, qu'est-ce qui va se passer s'il y a de l'inflation? Et là, je parle de vraie inflation, pas de 2-3% comme les objectifs de la BCE et dans le cadre de l'Europe essayent de contrôler. Je parle de 5-6-7%. Ben là, il va y avoir une explosion des taux d'intérêt qui vont essayer de protéger à tout prix l'explosion de l'inflation. Et donc, dans ces cas-là, on aura les prix des obligations qui vont s'écrouler. Donc, on est vraiment sur un système qui est fragile. Je ne dis pas que ça va arriver demain. Je ne dis pas non plus qu'il faut casser son contrat d'assurance vie immédiatement pour aller vers un autre produit. Je dis simplement qu'on est dans un contexte où, historiquement, il faut faire attention. C'est la première fois que je tourne un article de cette façon. Je dis simplement que le risque d'emballement de liquidité, les Français ne sont que en assurance vie. Il y aurait une très forte répartition sur tous les produits. Je dirais, OK, il n'y a pas de problème, ça va. La réalité, c'est qu'il y a 90 milliards sur les PEA. Il y a, je crois, 200 milliards sur le livret A. Il y a eu 1800 milliards sur l'assurance vie, je rappelle les chiffres. Et sur ces 1800 milliards, il y a plus de 1500 milliards qui sont uniquement sur les fonds en euros. Donc, il y a un vrai problème où on a créé une espèce de bulle historique sur ces fonds obligataires. Et le risque le plus important qui pourrait se matérialiser, c'est ce risque d'emballement et de retrait des liquidités avec des gens qui prennent peur, etc. Comme on l'a vu sur ce qui s'est passé sur les subprimes et autres. Donc il y a un risque. Alors aujourd'hui, que faire? Vous allez me dire, ok, c'est bien gentil, donc il y a un risque matériel qui se pose là-dessus. L'immobilier commence à baisser tranquillement. On espère tous qu'il n'y aura pas un crack sur l'immobilier. Bien évidemment, ça serait en la faveur de personne. Le monétaire est au ras des pâquerettes. Les marchés actions ont rapporté 0 cette année. L'assurance vie, comme on vient de le voir, rapporte très peu. Donc, que faire? Alors, ah oui, je voulais parler de ça. Je reviendrai sur je fais juste une parenthèse. Ce qu'il faut comprendre aussi, ce qui est très important, c'est que lorsque vous avez une variation en taux d'intérêt, l'écroulement du prix des obligations est énorme. Et plus la durée est importante, plus cet écroulement va avoir lieu. Regardez ici en haut, vous avez, je vais changer de mode. Voilà, hop. Vous avez ici la variation en taux d'intérêt. Donc ça, c'est l'évolution que mettraient en place les banques centrales. Et ici, vous avez sur le tableau par rapport à la durée des obligations, la variation en prix. Regardez ici qu'une simple variation de 2% en taux d'intérêt sur une obligation qui est même pas à long terme, qui est à 5 ans, aurait un impact sur le prix de 10%. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un contexte où on est à 0, une fois que la hausse va se mettre en place, comme on l'a vu sur le graphique tout à l'heure, cette hausse va être extrêmement violente et va pas se faire simplement de 0,5%. En règle générale, les hausses de taux des banques centrales se font par palier de 0,25 ou 0,50. Imaginons qu'on ait déjà 5-6 paliers de 0,25 avec un palier de 0,50 et on est tout de suite à 2%. Donc là aussi, il y a un problème par rapport à la situation actuelle. Il faut vraiment souhaiter que les banques centrales contrôlent ce qu'ils sont en train de faire parce que le risque sur les prix, il est exponentiel une fois que la baisse va se mettre en route. Vous allez me dire, ok, c'est le pire des scénarios. N'oublions pas que on a vu dans le cadre de la zone euro des pays comme la Grèce qui sont dans une situation extrêmement critique, avec des taux grecs qui sont passés, comme vous pouvez le voir en début de graphique, de 5% à plus de 40%. J'ai pas besoin de faire le calcul pour que vous compreniez que les gens qui avaient des obligations grecques ont été absolument ruinés
en termes de valeur de cette obligation. Donc ils continuaient d'avoir les coupons, donc tant mieux s'ils pouvaient aller jusqu'au bout, sauf qu'au bout d'un moment, on leur a dit voilà, votre obligation grecque, elle vaut plus rien, on coupe sa valeur de plus de 70% parce qu'il faut restructurer la dette grecque. Donc il faudrait surtout pas non plus qu'on ait un événement systémique comme celui-là qui arrive et qui serait un gros danger pour le compte des assureurs. Vous savez très bien qu'il y a des problèmes avec des élections anticipées en Grèce dans quelques semaines, parce qu'ils sont pas parvenus à un accord avec l'Europe qui leur a imposé. Et regardez l'explosion à nouveau des taux d'intérêt ces derniers mois, avec un passage de 5 à 10 aujourd'hui. Ça a fait les news, je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Donc aujourd'hui, on a passé la barre des 10% de taux d'intérêt sur la dette grecque. Et on peut se douter que si le résultat des élections n'est pas très favorable, on va avoir de nouveau une accélération. Et donc on pourrait assister à une sortie de la Grèce de l'Europe. Si ça se matérialise, nul doute que les taux vont exploser sur la dette espagnole, la dette italienne, la dette portugaise, qui sont les prochains. Et là encore, avec des gros problèmes sur les obligations. Donc le contexte est quand même relativement n'est pas sain. Et on ne peut pas s'assurer que ça sera vraiment une certitude pour l'avenir. Donc, je reprends mon discours en disant qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Alors, je dis pas il faut casser son contrat d'assurance vie et mettre tout ailleurs. Je dis simplement qu'il faut essayer de trouver un complément de revenu à ces rendements qui sont en train de baisser de plus en plus sur les contrats d'assurance vie. Alors, quel est le produit depuis 20 ans ou 30 ans qui a eu le parcours le plus intéressant parmi tous les produits et surtout le plus régulier? Ici, nous avons le graphique de la société Barclays qui a cumulé les performances de plus de 400 fonds dans le monde qui font ce qu'on appelle de l'investissement systématique. L'investissement systématique, c'est qu'au lieu d'être géré par un homme, le fonds est géré par un algorithme mathématique, c'est-à-dire que c'est comme un robot qui va placer de manière automatique les ordres d'achat et de vente. L'objectif est double. Le premier, c'est d'essayer de se désolidariser de l'évolution de la bourse. Quand vous voyez cette courbe-là, vous savez très bien qu'on n'a pas affaire à une courbe de boursière classique, avec des grosses crises et avec des grosses hausses. On a quelque chose de beaucoup plus régulier. Et le deuxième, c'est d'essayer d'avoir une performance la plus régulière possible. Comme vous pouvez le voir en bas de ce graphique, donc sur cette période-là, cette catégorie de fonds a rapporté 8% par an sur les 30 dernières années. Ce qui est intéressant de constater, c'est que quand on prend les 10 dernières années ici, on a, malgré que entre 2010 et 2012, 2013, on a un recul relativement prononcé, on a quand même une régularité qui a été constatée, y compris sur, voilà, on a cette courbe qui suit cette courbe régulière, j'aurais certainement pu mieux tracer ça, mais on a une courbe qui est relativement régulière et qui continue de progresser de l'ordre de 7 à 8% par an. C'est ce que cette catégorie de fonds permet de rapporter. Alors cette catégorie de fonds est relativement peu médiatisée en France, tout simplement parce qu'il y a très peu d'acteurs. Et surtout, ces fonds, pour la plupart, sont enfermés dans des produits qu'on appelle de type hedge fund. Alors pourquoi c'est enfermé dans ce type-là? Tout simplement parce que j'allais dire la gestion classique, notamment les produits d'assurance vie, les SICAV, les banques, luttent de tout leur poids pour essayer de minimiser le potentiel marketing de cette offre, parce qu'il est bien évident qu'il est beaucoup plus intéressant pour eux de vous vendre des produits actions ou autres qui sont gérés par leur réseau, plutôt que de prendre le risque de faire ce type de produit. Tout simplement parce que c'est plus compliqué à vendre. Quand on a ce type de produit et qu'on essaye d'expliquer qu'on essaye d'avoir une volatilité faible, qu'on essaye de suivre la bourse sans avoir l'impact de la bourse, c'est plus compliqué que de vendre un simple produit en disant regardez, la bourse a fait 20%, mon produit a fait 18%, vous allez gagner si la bourse monte, achetez mon produit. Ça, c'est le marketing classique, c'est le marketing d'agence, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup plus mieux que un produit comme celui-là, qui est un produit qui concerne des gens qui ont une certaine éducation de la bourse et qui vont comprendre que lorsque la bourse va faire 30%, ils feront pas 30%, ils feront peut-être 7 ou 8%, mais que lorsque la bourse va faire moins 25%, ils feront également 7 ou 8%.
Il faut être prêt à traverser des périodes pendant lesquelles on ne va pas gagner. Là, on vient d'avoir une période qui était relativement à plat, 2011, 2012, 2013. On a reculé de l'ordre de 10% sur ces 3 années. Tout simplement parce que c'était beaucoup plus compliqué de gagner sur les marchés à cause du bruit qui a été généré par l'industrie du trading à haute fréquence. Et puis, comme vous pouvez le constater, depuis le moitié de l'année dernière, on a de nouveau une accélération très très forte de cette courbe avec des marchés qui ont été très porteurs pour ce type de trading. Donc voilà. Alors, une des difficultés quand on est intéressé à ce type de méthodologie, il y en a plusieurs. La première, c'est bien évidemment de trouver des produits qui suivent cette logique. En France, on est relativement peu fourni dans ce type de produits. Et en plus, lorsque nous le sommes, ce sont souvent avec des investissements minimums qui sont très importants. C'est la raison pour laquelle, l'année dernière, j'ai décidé d'essayer de construire un produit qui serait à l'attention des particuliers, qui leur permettrait sur leur propre compte de mettre en place un portefeuille de stratégies qui leur permettrait d'essayer d'investir le plus régulièrement possible. Et l'objectif, c'est d'essayer de répliquer cette courbe sur le long terme. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Alors, cela se base sur ce qu'on appelle des systèmes de trading. Alors très vite, je vais montrer ce que c'est qu'un système de trading. Ici, on a une courbe sur l'or sur quelques jours. Et vous avez des ordres d'achat et de vente qui sont sur cette courbe. Les ordres d'achat sont en bleu ici, les ordres de vente sont en rouge. Vous avez un ordre d'entrée et un ordre de sortie qui correspond à chaque signal. Un ordre d'entrée ici à l'achat, un ordre de sortie. Ces ordres d'achat et de vente sont gérés de manière automatique. C'est-à-dire qu'un algorithme a été construit pour dire dans quelles conditions j'achète et dans quelles conditions je vends. Dans quelles conditions je prends mon profit et dans quelles conditions je prends mon risque. Donc à aucun moment ce n'est moi qui interviens sur cette mécanique, ce sont des paramètres entièrement automatiques qui décident des conditions d'achat et de vente. Donc on va avoir plusieurs types de systèmes différents qui vont décider de ce qu'il faut faire. Donc là vous avez par exemple ce qu'on appelle une stratégie en tendance, c'est-à-dire que lorsque le marché va accélérer, vous voyez ici une accélération baissière, il va essayer de capter la poursuite de cette baisse. Ici, vous avez un début de baisse et puis vous avez un faux signal puisque cette opération va se traduire par une perte. À l'inverse, ici, lorsque vous avez une accélération haussière, il va rentrer à la hausse. Donc, on a différents types de gestion qui sont possibles et l'objectif va être de construire un portefeuille diversifié avec différents types de gestion. Pourquoi? Tout simplement pour essayer de diminuer le risque et de garantir le profit. Alors vous allez me dire pourquoi on ne pourrait pas avoir tout dans un même système avec le système parfait qui ne fait que des opérations gagnantes et jamais d'opérations perdantes. Tout simplement parce que dans l'évolution des cours de bourse, il y a forcément une part de hasard. S'il était possible de manière certaine de savoir ce que feraient les cours de bourse, on aurait forcément eu un universitaire génial qui aurait fait une équation certaine à 90% et qui serait devenu milliardaire. Vous imaginez que ça aurait fait énormément de publicité. Malheureusement, la vérité est ailleurs. C'est que la vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'aléatoires sur les cours de bourse, qu'on ne sait pas ce que les cours seront dans une minute ou demain ou dans un mois, à plus de 10% de prédictabilité. C'est-à-dire que la probabilité de savoir ce qui va se passer est relativement faible par rapport à la probabilité de savoir ce qui ne va pas arriver. Donc lorsqu'on fait un investissement quel qu'il soit, il faut comprendre qu'il y a une part d'aléatoire. Cette part d'aléatoire, les robots vont la capter en essayant de construire de la performance à long terme. C'est la raison pour laquelle on discute d'une performance de l'ordre de 8% par an plutôt que d'une performance qui serait bien plus supérieure que ça. Si il était si facile de construire des robots, vous auriez des tas de fonds dans le monde qui auraient fait une performance bien plus intéressante. Et donc, comme ce n'est pas le cas, c'est la preuve en elle-même qu'il est vraiment difficile d'investir de manière certaine. Donc, on a différents types de gestion qui vont permettre d'avoir différents rendements. Donc là, on a une stratégie de type tendance. Là, c'est une stratégie de type contre-tendance, donc retour à la moyenne, c'est-à-dire que le marché commence à baisser, il achète pour parier sur un rebond. Ça, c'est ce que mécaniquement beaucoup de gens font quand ils regardent le marché tout seul. Donc là, on a un début de baisse, on achète, ça continue de baisser, puis après il y a un rebond, il prend un profit. Donc là, on a un certain nombre d'opérations consécutives qui sont des opérations gagnantes. Ce sont des stratégies qu'on appelle retour à la moyenne, qui ont des taux de réussite qui sont très importants. Par contre, il est bien évident
que lorsque vous rencontrez des marchés comme ça qui commencent à baisser, imaginons qu'on ne s'arrête pas, vous avez la possibilité d'avoir des pertes relativement importantes. Donc on a comme ça, on est obligé d'avoir un certain nombre de stratégies de trading différentes, avec des types de trading différents, qui vont vous permettre comme ça de capter des habitudes différentes des marchés. Et chaque stratégie ou chaque type de trading va avoir un risque qui est relativement important. Pour essayer de limiter ce risque, ce que l'on va faire, c'est qu'on va diminuer ce risque en multipliant les stratégies, les types de trading et les marchés qu'on va trader. Donc là, ça commence à faire beaucoup d'informations, ça va faire beaucoup de systèmes différents. Donc, vous allez me dire, est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir une stratégie magique ou alors est-ce qu'il faut vraiment 150 stratégies pour que ce soit mieux? La réalité, c'est que si j'ai une stratégie, il me serait très facile de trouver le candidat. Je vais revenir au slide, pardon, je l'ai effacé, mais je vais revenir dessus juste après. Si je fais une étude sur le passé, il me serait très facile de construire n'importe quel bon mathématicien peut faire. Je prends une courbe et je construis une courbe qui va facilement gagner sur le passé. La difficulté, c'est que pour faire ça, je vais avoir besoin de beaucoup de paramètres. Et plus je vais ajouter des paramètres, plus je vais adapter ma courbe au passé. Mais les paramètres n'ont aucune chance de marcher à l'avenir, puisque l'avenir, il y aura une part de hasard. Et comme j'ai mis beaucoup de paramètres, j'ai simplement optimisé ma courbe par rapport au passé. Donc, il faut faire attention à la différence entre ce qui est un test, ce qu'on appelle un backtest, c'est-à-dire que je vous ai programmé un robot qui montre sur le passé ce qu'il aurait fait. Là, on est capable de construire des courbes absolument parfaites, mais à l'avenir, ces robots auraient rigoureusement aucune chance de gagner de l'argent. Par contre, moi, mon objectif, je suis avant tout un investisseur. Mon travail est aussi pour faire fructifier mon argent. Et donc, mon objectif est d'essayer de construire des stratégies qui vont pouvoir gagner de l'argent demain. Pour faire ça, j'ai besoin d'avoir des stratégies qui ne sont pas suroptimisées, c'est-à-dire qui ne sont pas simplement adaptées au passé, mais qui ont vraiment un avantage sur le marché. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir des stratégies les plus simples possibles. Et c'est en ayant des stratégies qui sont simplifiées que je vais avoir une chance de gagner de l'argent demain. Le problème d'une stratégie simple, c'est que lorsque le marché ne va pas faire ce pourquoi elle était adaptée, on va passer dans des périodes de doute et bien évidemment de perte. Ici, je vous ai mis donc la courbe de performance d'une de nos stratégies. Et comme vous pouvez le constater, donc ça c'était l'année dernière, entre le mois d'avril et le mois de mai, on a perdu de l'argent, ensuite on a eu un rebond, puis on a perdu de nouveau, avant d'avoir un rebond qui s'est validé, et ce n'est qu'au mois de septembre que finalement on a réussi à dépasser le précédent point haut qui était au mois d'avril. Et un des problèmes qui va se poser lorsqu'on a une stratégie unique, c'est que parfois on peut passer un temps très important à ne pas gagner de l'argent. Et un des objectifs que l'on va avoir lorsqu'on va construire un portefeuille, c'est d'avoir des stratégies qui se compensent. C'est-à-dire que dans cette période où cette stratégie n'a pas été porteuse, je vais essayer de marier dans le portefeuille que je vais avoir sur mon compte avec une stratégie qui, elle, pourrait avoir l'espoir de gagner de l'argent à ce moment-là. Et voilà, ce qui serait intéressant. Donc ça, c'est la logique de construction d'un portefeuille. Maintenant, vous allez me dire comment on fait. Donc, on a, alors juste, pardon, je reviendrai juste, comment on fait juste après. Voilà, ici, vous pouvez être tenté de vous dire, mais cette stratégie, c'est un désastre. Elle perd pendant des mois et des mois, ce n'est qu'au bout de 6 mois qu'elle finit par retrouver un plus haut. Sauf que cette stratégie, c'est celle-ci. Donc, depuis 2007, comme vous pouvez constater, cette stratégie a un clair avantage sur le marché. On retrouve bien, en revanche, la période l'année dernière, qui était plus compliquée pour cette stratégie, avec depuis le mois d'avril, donc ici on a les mêmes 5,5 mois de doute de la stratégie avant qu'elle repasse par un nouveau plus haut. Et donc ça commence ici sur la gauche du rond rouge, et puis on commence à s'enfoncer progressivement, et puis on remonte. Alors on voit que historiquement, il y a eu de très nombreuses périodes où pendant plusieurs mois on a perdu de l'argent. Ici, pendant 3 mois, on a été en dessous du plus haut précédent. Ici, 3,2 mois, et puis etc., etc. Ici, c'était 4 mois consécutifs avant qu'on retrouve des plus hauts. Et puis voilà. Donc il y a toujours, dans la vie d'une stratégie, on aura toujours des phases, comme vous pouvez le constater, c'est quasiment tous les ans. Il y a 1 à 2 phases de plusieurs mois pendant lesquelles on va être en recul. Et ça, c'est compliqué. Quand les gens investissent, ils ont l'accès à la plateforme tous les jours. Ils se disent, oh là là, tous les jours, cette stratégie, elle est en recul par rapport à il y a quelques semaines, ou elle perd par rapport à hier. Et ça, émotionnellement et psychologiquement, c'est compliqué. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est de construire un portefeuille qui va investir sur du moyen long terme.
et d'essayer de ne pas interagir avec ce portefeuille, de le laisser faire. Alors, pour l'instant, notre solution propose un grand nombre de stratégies, plus d'une centaine, et les clients ont des doutes. Au moment où ils branchent des stratégies, ils se disent, tiens, est-ce que mon choix est bon? Donc ils reviennent au bout d'une semaine, ils vérifient, ah, la stratégie, celle-là gagne pas, celle-là gagne, etc. C'est toujours très compliqué par rapport à ça. Donc là, je vous fais une annonce ce soir. Nous avons mis depuis plusieurs semaines l'accent sur la construction de portefeuille, et très très vite, en plus de ces éléments que vous avez à l'écran qui vont matérialiser les périodes de perte sur chacune de nos stratégies, nous allons également ajouter à notre offre pour les clients existants, donc l'apport de stratégies, de portefeuilles préétablis, c'est-à-dire certains portefeuilles qui seront plus adaptés à des marchés baissiers, certains portefeuilles qui seront plus adaptés à des marchés volatiles, certains portefeuilles qui seront plus adaptés à des périodes d'inflation, donc qui mettront l'accès sur par exemple sur les matières premières, etc., etc. Donc on aura la possibilité comme ça. Pour l'instant, on propose 2 portefeuilles types qui sont des portefeuilles assez larges, des portefeuilles dynamiques. Et demain, on aura la possibilité de vous proposer des portefeuilles beaucoup plus précis qui vont couvrir beaucoup plus de scénarios et que vous pourrez installer en 2 clics. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous aurez la possibilité directement de faire l'import sur votre compte. L'intérêt, il sera double. Le choix des stratégies aura été fait en amont par mon équipe. C'est-à-dire qu'on aura un portefeuille qui aura été testé sur le passé et on vous expliquera pourquoi c'est très intéressant. Et ensuite, vous aurez donc la deuxième chose, la possibilité d'installer ces portefeuilles de manière vraiment simple, en quelques clics sur la plateforme. Donc voilà une des nouvelles que je voulais vous annoncer ce soir. Ici à l'écran, vous avez la courbe de performance l'année dernière d'une de nos stratégies, justement, un portefeuille dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, vous avez uniquement 4 de nos stratégies, donc c'était pour vous montrer un petit peu le comportement que ça peut avoir. Donc c'est un investissement ici de 50 000 € avec un levier 2. Bien évidemment, cet investissement peut être fait de manière beaucoup plus petite. À partir de 5 000 €, on a la possibilité de construire un portefeuille diversifié sans aucun problème. Là, c'était pour l'exemple. Donc 50 000 € avec un levier 2. On s'aperçoit que donc on a une première phase de profit en début d'année, et puis quelques pertes au mois de mars de cette année. De nouveau une accélération au mois de mai, une grande période à plat, et avant une très très forte accélération en fin d'année. Il nous manque le mois de décembre, j'ai pas mis à jour les datas au mois de décembre sur ce portefeuille, et donc on avait un mois de décembre qui a été en très léger recul, ce qui permet de terminer l'année avec un profit de 40% sur ces 4 stratégies, comme vous pouvez le constater. Donc le levier était de 2, c'est donc une performance de 20% avec donc un levier 2. Donc c'est une performance remarquable. Donc ça peut être très intéressant d'avoir d'un côté des actifs en sécurité avec des produits d'assurance vie, mais d'essayer de diversifier son portefeuille avec un produit dont l'objectif va être de gagner le plus régulièrement possible. Ce n'est certainement pas un produit garanti, c'est un produit qui est risqué puisqu'il est exposé en bourse, et donc on peut avoir des phases relatives plus ou moins longues pendant lesquelles on va être en recul, mais sur le long terme, comme vous avez pu le constater, c'est la classe d'actifs qui a rapporté le plus d'argent, avec une performance de 8,5% sur les 30 dernières années. Il n'y a aucun autre produit qui peut arriver avec une telle régularité et avec un tel contrôle de risque. Et donc aujourd'hui, voilà, nous avons un portefeuille, nous avons un produit CFD Performance qui vous permet de créer votre propre portefeuille. Donc aujourd'hui, mon équipe vous accompagne pour créer ce portefeuille. Demain, nous serons en mesure de présenter un certain nombre de portefeuilles déjà formalisés aux clients, et en plus d'offrir un service où il va être possible de l'installer en 2 clics. Donc ça sera vraiment très intéressant. Et en plus, vous l'avez compris, c'est-à-dire qu'une fois qu'un portefeuille a été mis en place, il est bien évident que vous n'aurez plus de suivi à faire. Vous pourrez prendre encore plus de recul par rapport à la plateforme, et vous pourrez presque, comme un produit d'épargne classique, revenir au bout de quelques mois. Et il est bien évident que ce sera notre rôle de vous informer s'il y a soit des modifications à faire dans le portefeuille, soit quelque chose. Mais ça sera de plus en plus, ça se rapprochera d'un produit d'épargne, d'un produit qu'on peut se laisser sur son compte s'auto-gérer, et qui sera très très intéressant.
Derniers chiffres que je vais vous montrer sur ce portefeuille qui vont être constatés ces prochaines dans le travail qu'on va mettre. Un des gros intérêts qu'il y a de tester un portefeuille, c'est de regarder l'évolution à l'intérieur d'un même portefeuille d'une stratégie par rapport aux autres. Et c'est ce qu'on appelle les calculs de corrélation. C'est-à-dire, à un moment donné, quand j'ai une position qui est en cours, est-ce que sur une autre stratégie, cette position, elle est dans le même sens ou au contraire, est-ce qu'elle est dans l'autre sens, etc. Et là, donc vous avez pour ces 4 stratégies des chiffres de corrélation, et donc ça permet de constater que d'une stratégie à l'autre, nos stratégies sont très très peu corrélées, puisque la corrélation maximum que l'on observe, c'est 0,4, c'est entre les 2 stratégies qui sont sur le DAX, qui sur ce portefeuille sont Rose et Confort, pour les gens qui sont déjà clients chez nous, alors qu'à l'inverse, vous avez Sanglier et Écureuil qui complètent ce portefeuille, et vous pouvez vous apercevoir que entre les 2 stratégies CAC, donc Sanglier et Écureuil, on a carrément une corrélation négative, c'est-à-dire que l'un évolue à l'inverse de l'autre, donc c'est vraiment un complément entre les deux, et que entre les stratégies CAC et les stratégies DAX, on a des chiffres extrêmement faibles. Donc on a mis en œuvre tous ces calculs-là pour voilà, être capable aujourd'hui de vous donner des éléments chiffrés, c'est-à-dire que lorsque vous allez installer sur votre compte un portefeuille, ça sera en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'on vous aura expliqué quelle est la logique derrière, pourquoi on a fait le choix, pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là de 4 stratégies comme Confort, Rose, Sanglier et Écureuil, c'est le nom des stratégies que nous avons. Voilà, et donc l'idée étant de construire un portefeuille en lui laissant le plus de probabilités possible par rapport à la réalisation de performance et en ayant un contrôle du risque le plus intéressant. Donc voilà pour ce qu'il en est des nouvelles, c'est le dernier slide. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais juste ouvrir la plateforme quelques secondes pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc pour ceux qui ne sont pas clients chez nous, donc donnez-moi une seconde, la connexion est en cours. Je vais l'amener sur cet écran. Voilà un peu comment ça se passe. Donc ici vous avez donc la plateforme qui est en train de se charger, voilà, qui est ici, qui s'est matérialisée. Et donc ici vous avez bien évidemment des cours de bourse, c'est un environnement tout à fait classique. Vous avez donc la partie portefeuille qui est à droite, qui sont les différentes stratégies qui ont été branchées. Et puis pour chacune d'entre elles, vous avez accès à un certain nombre d'informations. Et pour installer ou désinstaller une stratégie, c'est aussi simple qu'en cliquant sur le petit onglet qui est devant. Ici, vous voyez, j'ai désactivé la première, Écureuil, qui n'est maintenant plus branchée, les ordres ne passeront plus. Et je viens de la réactiver, donc aussi simple dans un sens que dans l'autre. Et alors la fonction portefeuille que nous utiliserons, elle existe déjà pour ceux qui veulent s'amuser. C'est ici, vous avez une petite mallette qui est MTB Publish, pardon, ma plateforme est en anglais, mais vous trouverez en français. Et vous cliquez dessus et vous avez la possibilité soit de charger un portefeuille qui vous a été envoyé par quelqu'un d'autre, soit de sauver le portefeuille que vous avez. Donc pour diverses périodes, vous avez aussi la possibilité d'avoir vous-même configuré des portefeuilles et les avoir enregistrés sur votre machine, et de les enregistrer et de les remplacer. Alors pour l'instant, il y a un petit bémol à cette fonction qui, vous, en tant qu'individu, vous concerne pas, mais qui nous concerne, c'est que le portefeuille est enregistré avec le volume. C'est-à-dire que si j'enregistre un portefeuille pour un compte de 5 000 €, lorsque je l'envoie à quelqu'un qui a 50 000 €, ça va pas aller parce que ça va installer pour lui des volumes qui correspondent à ce portefeuille de 5 000 €. Donc ça, c'est un problème qu'on est en train de résoudre avec Tradency et dans les toutes prochaines versions de mise à jour qui sont transparentes pour vous de cette plateforme, vous aurez donc une mise à jour qui sera faite. Donc voilà un petit peu. Je continue très rapidement pour les gens qui la connaissent pas, de regarder un petit peu la plateforme et ses qualités et ses défauts. Donc ici, par exemple, vous avez dans l'onglet History la possibilité de regarder ce qui s'est passé sur votre compte depuis la date que vous choisissez. Donc j'ai affiché ça depuis le 1er décembre. Et comme vous pouvez le constater, donc en début de mois, on a perdu un petit peu d'argent. Et puis on est dans un cycle lent mais soutenu depuis la mi-décembre, donc avec des gains qui s'accumulent sur le portefeuille. Pour l'instant, on propose des stratégies sur 4 produits différents, le CAC, le DAX, qui sont 2 indices européens, l'or et le pétrole, bien évidemment des matières premières. À souligner qu'on a fait des gains très importants quand le marché du pétrole s'est écroulé. Donc ça permet d'avoir une diversification et de ne pas être lié à l'évolution à proprement parler du marché. Donc ça, c'était très intéressant. Et puis au mois de décembre, on a rajouté 2 produits qui sont déjà opérationnels, qui sont en train d'être affinés,
qui sont les marchés asiatiques avec le Nikkei et le marché australien, qui vont nous permettre de diversifier encore plus notre portefeuille, puisque pendant que notre portefeuille n'est pas géré la nuit, les sommes qui ont été employées pendant la journée sur des stratégies européennes, par exemple, peuvent être réemployées la nuit sur des stratégies asiatiques et donc contribuer à la performance de notre portefeuille et contribuer à cette réduction de risque également, puisque s'il se passe quelque chose la nuit, il y aura une anticipation qui sera faite par les marchés asiatiques. Voilà. Donc notre produit est en train de progresser. On est toujours en train d'essayer, à l'écoute de notre clientèle, de faire progresser. Pour l'instant, on est parfaitement conscient qu'on a une petite... alors, on a, je vais dire, 30% de notre clientèle qui utilise vraiment notre produit comme un outil de trading, qui sont très actifs dans le trading à court terme. Donc ça, c'est vraiment... là, pour l'instant, on n'a pas vraiment de nouvelles pour cette catégorie-là de clients. Mais en revanche, pour ceux qui sont ce soir en train d'écouter ce webinaire et qui s'intéressent surtout à l'assurance vie, c'est une clientèle d'investisseurs. C'est là où on a fait les plus gros progrès récemment. Donc avec des outils qui vont vous permettre de comprendre que il est logique qu'on observe des reculs réguliers parfois du portefeuille, même si ça doit durer plusieurs mois, puisque c'est arrivé par le passé et c'est impossible d'avoir des évolutions permanentes. Donc ça, on est en train de mettre en œuvre ça pour montrer un petit peu ce que ça donne. Et puis en même temps, on est en train de mettre en place toute cette technologie autour des portefeuilles, donc avec des nouvelles, je l'espère vraiment dans les tout prochains jours. Donc il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc voilà un petit peu pour une présentation très rapide de la plateforme. Ici, je vous montre juste comment installer. Vous verrez donc la possibilité des portefeuilles, c'est pour installer tout un paquet de stratégies en même temps. Et si vous voulez en installer une, il suffit ici d'afficher l'intégralité des stratégies. Et puis une fois que vous en avez trouvé une qui vous intéresse, par exemple celle-ci, vous appuyez sur le plus à la fin de la ligne. Vous déterminez le volume que vous souhaitez sur votre compte et vous appuyez sur Add et cette stratégie va s'ajouter sur votre compte. Une fois qu'elle est présente sur votre compte, vous n'avez plus rien d'autre à faire. Tous les ordres passeront, même si votre plateforme est fermée et même si votre ordinateur est fermé, puisque toute la technologie se fait côté serveur. C'est comme Gmail, quand vous recevez un email, il est sur le serveur. Là, c'est pareil. Une fois qu'une stratégie est installée, elle est installée sur le serveur, donc vous n'avez plus rien à faire. Vous pouvez tout fermer et revenir au bout de quelques semaines ou de quelques mois pour constater la performance. Donc il n'y a pas du tout besoin d'avoir un suivi régulier de cette solution. Les ordres passent pour vous et c'est vraiment du long terme et dans une perspective long terme qu'il faut réfléchir ce type de portefeuille. Donc on a une vraie simplicité, on a un vrai avantage sur le marché avec des stratégies maintenant qui commencent à prouver leur performance. Si j'affiche là, depuis par exemple 6 mois, vous allez voir que nous avons vraiment un grand nombre de stratégies qui sont convaincantes dans leur performance sur le long terme, donc avec des performances pour certaines avec plus de 20% en 6 mois. Et demain, de plus en plus de facilité dans le choix des produits à brancher sur votre compte, de plus en plus de facilité dans les produits, dans le type de portefeuille, et donc nous allons accompagner de plus en plus notre clientèle dans ses choix. C'est vraiment notre objectif en cette année 2015 pour accompagner la croissance et le succès de CFD Performance qui se confirme chaque jour. Donc je remercie tous les clients qui assistent à ce webinaire et vraiment c'est un projet très très excitant et c'est un grand plaisir de travailler pour vous. Quand on voit le succès d'un produit comme ça, c'est vraiment toujours intéressant. Alors j'ai peu de questions, contrairement à d'habitude, j'ai toujours des listes entières de questions. Donc aujourd'hui, j'ai que 3 questions en tout et pour tout, donc pour l'instant ça va aller même pas à 2 questions. Et donc n'hésitez pas à en poser si vous souhaitez. Donc la première question, on me parle des sociétés jeunes. Tout à l'heure, j'ai pas mis en doute, j'ai dit de faire attention sur la signature des sociétés d'assurance vie vers lesquelles on va aller. Et on me demande si je vise en particulier les sociétés d'assurance vie qui sont en ligne. Il y en a des nouvelles. Alors, elles sont pas toutes à mettre dans le même panier. Certaines ont fait le choix de mettre leur marque sur un vieux produit en se rapprochant d'un partenaire historique, et d'autres ont fait le choix de créer leur propre marque. Tous les problèmes dont j'ai parlé, les problèmes de liquidité, les problèmes de réinvestissement dans le temps, etc., il est bien évident qu'ils vont être plus importants
sur une jeune société qui se sera pas adossée avec un très gros que sur une société qui sera un acteur historique. Donc oui, ces sociétés-là sont visées puisqu'effectivement ce sont celles qui essaient de se faire une place au soleil avec un marketing très agressif, avec des frais moindres, et elles basent toute leur communication là-dessus. C'est une approche qui est intéressante, mais encore une fois, il faut faire très attention à la signature de ce type de produit. Je pense que c'est particulièrement intéressant quand on est sur des produits actifs. Lorsqu'il s'agit de fonds en euros, c'est pas vraiment vers eux que moi, à titre personnel, je me tournerai. Alors, un de nos clients nous dit des portefeuilles adaptés au contexte. On peut envisager, oui, des portefeuilles spécifiquement adaptés au contexte, c'est-à-dire typiquement, on fait une étude historique et on dit voilà, ce portefeuille est beaucoup plus à l'aise dans un marché baissier que dans un marché haussier. Et donc après, il sera à la disposition du client. Et si le client, à un moment donné, sent que le marché peut baisser et veut se protéger parce qu'il a des assurances vie placées en action de son côté et qu'il souhaite avoir un portefeuille qui va gagner quand le marché baisse, il brancherait sur son compte CFD Performance ce type de portefeuille qui gagnerait essentiellement à la baisse et ça lui permettrait de se protéger. Donc c'est notre objectif, c'est de pouvoir avoir une petite gamme de portefeuilles. On n'en aura pas un très grand nombre parce que l'objectif c'est vraiment qu'il y ait un avantage et un intérêt à chacun de ceux-là. Et donc voilà l'objectif. Alors, qui sera le dépositaire des fonds? Donc, pour travailler avec nous, avec CFD Performance, vous devez avoir un compte ouvert avec Best CFD. Best CFD est un partenaire de la société de bourse qui s'appelle FXCM, qui est un des leaders mondiaux dans le domaine des devises et des produits comme ça, des CFD que nous utilisons. Et tous les fonds de FXCM sont déposés soit chez Bank America, soit chez Barclays, au choix du client. C'est-à-dire, lorsque vous ouvrez votre compte, vous avez différentes coordonnées bancaires qui vous sont remises et vous avez la possibilité de faire un virement dans ces différents établissements. Donc, on a parmi les signatures les plus importantes au monde, donc on n'a pas de problème, il n'y a pas de doute à avoir sur la signature au niveau de la garantie de vos fonds. Donc, voilà pour cette question. Ensuite, donc j'ai compris. Alors, j'ai un client qui dit j'avais compris que vous ne pouviez pas conseiller pour un problème de statut légal. Est-ce que nous avons changé de statut puisque ce dont je suis en train de parler pourrait ressembler à du conseil? Alors non, nous n'avons pas à l'heure actuelle changé de statut. Je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour 2015, tout simplement parce que la barrière entre le conseil et ce qui est possible de faire est relativement ténue et nous allons essayer de la respecter le maximum. Ce que je vais vous proposer, ce sont des portefeuilles types qui s'appuient sur des stratégies existantes et qui vont s'appuyer sur des chiffres qui seront à la disposition du client. Il faut comprendre qu'il y a une grosse différence. Pourquoi la réglementation existe? Pourquoi le conseil est encadré? C'est-à-dire que si demain, vous avez monsieur n'importe qui sur Internet qui décide de vous recommander un titre à l'achat, quel est pourquoi est-ce qu'il a le droit ou pas droit de vous faire cette recommandation? On demande à ce que les gens soient régulés pour vérifier que l'éthique qu'ils ont et la formation qu'ils ont leur permet de faire cette recommandation. Aujourd'hui, CFD pourrait être régulé très facilement. La totalité de nos collaborateurs ont déjà travaillé dans la finance dans le passé, ont parfois été régulés. J'ai été régulé plusieurs fois dans ma carrière. C'est pas un problème de régulation. Le problème, c'est que c'est un problème de coût. C'est-à-dire que la régulation coûte très cher. Et elle est utile que si on a vraiment besoin. Parce que quel est l'intérêt d'avoir une régulation si c'est pour ne pas l'utiliser? Aujourd'hui, la régulation, c'est à la fois simplifié et complexifié. Elle s'est simplifiée dans le sens où il y a une ou deux licences qui existent, mais elle s'est complexifiée dans le sens où ces licences coûtent très cher et très cher à faire fonctionner. Tant qu'on pourra rester en dehors de ces licences, on va le faire. Le jour où les autorités de tutelle nous diront de manière certaine vous avez besoin d'être régulé, il est évident qu'on aura besoin de passer le cap. Mais les besoins en capitaux sont tels, etc., que dans la mesure du possible, on espère que ça nous arrivera le plus tard possible et qu'on ait vraiment la possibilité de répondre sans hésitation. Voilà. Encore une fois, pourquoi avoir une régulation qui ne serait pas obligatoire par rapport à ce qu'on fait? Donc, par rapport au projet qui est le nôtre, nous allons proposer des portefeuilles qui sont backtestés, c'est-à-dire que vous, en connaissance de cause, encore une fois, la régulation est très claire. C'est vous qui avez la main sur votre compte.
C'est vous qui faites la procédure d'installation et qui branchez les comptes. Et c'est vous qui choisissez ce que vous installez. C'est-à-dire que même si nous, à l'intérieur du portefeuille, on va faire un choix, on va vous expliquer pourquoi. Ce choix, il sera basé sur des éléments de corrélation et sur les tests qu'on aura fait. Vous aurez tous les éléments pour savoir si oui ou non il est logique de brancher ce compte. Et encore une fois, c'est pas de la gestion qu'on fait. À l'intérieur, on ne sera pas amené à modifier ce qu'il y aura à l'intérieur. Ce seront des ordres de manière automatique qui suivront un mécanisme qui sera parfaitement connu à l'avant, qui aura été testé. Donc pour l'instant, on reste toujours dans ce cadre-là. En revanche, il est évident que dans la mesure où ces tests vous seront présentés, c'est pas du conseil. Ici, on est en train de jouer sur les mots, comprenez bien la position qui est la mienne, mais c'est vrai que on est dans un monde très compliqué. On est en train d'essayer de proposer un produit qui est vraiment novateur et qui est vraiment complémentaire à ce qui existe. Et en même temps, on a les autorités de tutelle qui disent oh là là, non, il faut que tout soit régulé, il faut que tout soit super encadré et autres. Nous, on n'est pas une multinationale, on est une société de quelques individus et on essaye de proposer des choses avant-gardistes et c'est cette taille d'entreprise et ce côté artisan qui nous permet de le faire et on espère le plus longtemps possible. Et c'est vrai que le jour où on aura la moitié de l'entreprise qui sera dans un département compliance, on n'aura certainement pas les mêmes absences de contraintes et autres. Donc pour l'instant, on essaye d'être une entreprise technologique, de vous offrir une solution technologique et de ne pas être considéré comme on n'est absolument pas gérant, aucun des fonds ne sont chez nous, aucune décision ne sont prises par aucun membre de mon équipe. Encore une fois, on vous propose une solution technique. Voilà la différence qu'il y a entre les deux. Alors, quelqu'un me demande, vous pensez que 6 à 8% annualisé avec notre produit et un risque maximal de 10% est de l'ordre de l'envisageable? Oui, bien sûr, les tests sur les portefeuilles le montrent, avec un portefeuille bien diversifié sur suffisamment longtemps. Voilà, parce qu'encore une fois là, on parle sans levier, donc 6-8% sans levier avec un risque de 10, on est vraiment. Il faut savoir que plus vous allez élargir votre portefeuille, plus le risque, on va essayer de le contenir. C'est tout l'objectif d'écarter. On estime toujours que lorsqu'on a un portefeuille, une stratégie unique, elle va essayer d'avoir un avantage de l'ordre de 20% par an, mais son risque historique sera de l'ordre de 30% à 40%. C'est-à-dire qu'une fois ou deux fois ou plusieurs fois dans son histoire, elle n'aura pas pu éviter de perdre 30 à 40%. Donc évidemment, quand on a ça dans un portefeuille, on va essayer de cumuler un certain nombre de stratégies qui, ensemble, vont essayer de réduire le risque. Donc arriver à un risque qui serait de 1 pour 2, si je vous prends 6-8, allez j'exagère à peine, mais 6-8 en termes de profit et un risque de 10, on est parfaitement dans le domaine du raisonnable et j'espère bien qu'à terme, on arrivera sur des chiffres qui sont plus intéressants que ça. Alors on me dit ensuite, j'imagine qu'il y aura une gamme de portefeuilles tout temps, plus ou moins dynamique, sans faire de paris sur l'évolution du marché. Bien sûr, c'est déjà le cas aujourd'hui, on a deux portefeuilles, le portefeuille modéré dont on a parlé tout à l'heure, le portefeuille dynamique qui est un petit peu plus agressif, et on va continuer à proposer ces deux portefeuilles, et puis on va essayer de proposer des portefeuilles dans le même état d'esprit, peut-être avec un peu plus de potentiel de performance. L'objectif, en réduisant le nombre de stratégies, c'est qu'on va augmenter un petit peu le risque, mais on va essayer aussi d'aller gratter de la performance un petit peu mieux. Donc l'objectif de proposer des portefeuilles un peu alternatifs, c'est celui-là. Donc voilà, on restera avec des portefeuilles larges sur un nombre large de produits comme c'est le cas aujourd'hui. Pour l'instant, on gère 4 produits, comme je l'ai dit. On rajoutera dans les toutes prochaines semaines, il y a un travail colossal à faire pour rajouter l'Australie et le Nikkei, parce qu'il suffit pas simplement d'ajouter des lignes dans son portefeuille, mais il faut faire des calculs relativement intelligents pour savoir quelle est la part d'argent qu'on va pas placer pendant la nuit, enfin qui est devenue disponible sur le CAC et sur le DAX et qu'on va répartir. Donc là, on va améliorer notre gestion du risque, mais ça passe par un petit peu des calculs un petit peu compliqués. Donc on est en train de bosser là-dessus, on est en train de valider tout le processus technique de passage d'ordre qui était derrière les stratégies sur l'Australie et puis sur le Nikkei. Bon, on a eu très peu de problèmes parce que maintenant ça fait plus d'1 an qu'on travaille avec nos partenaires, donc tout ça c'est des processus bien huilés, mais un processus d'investissement c'est un processus très long qui prend qu'on essaye de faire pour au moins 6 mois, voire 1 an, voire beaucoup plus longtemps, et j'essaye toujours de respecter ce rythme-là de travail. Je vois pas l'intérêt de balancer des produits à moitié faits s'il n'est pas prêt, s'il n'est pas terminé. Donc voilà, c'est pas dans ma philosophie. Je fais ce métier depuis 1995. J'ai toujours été à mon compte, j'ai toujours exercé en mon nom propre.
Et mon intérêt, c'est que ça continue comme ça. J'ai pas du tout envie de vandaliser le travail que j'ai fait. Et donc, parfois, on peut trouver que certains de nos dossiers sont un petit peu lents. Mais encore une fois, je m'en excuse, mais pour moi, la priorité, c'est d'essayer d'apporter le maximum de qualité à notre travail et pas du tout de courir après le succès ou après l'argent. C'est pas mon intention. Donc on me demande l'échéance. Très sincèrement, j'espère qu'on va avoir des nouvelles au mois de janvier. La difficulté, c'est qu'on est sur des dossiers extrêmement compliqués. Je vais trahir aucun secret, mais peut-être que certains d'entre vous se sont aperçus qu'on a maintenant une version en anglais de notre site internet depuis quelques jours. On a recruté un business development manager qui est en train de nous mettre en place un développement à l'international. Donc on opérait que sur la France jusqu'à il y a 2 mois de ça, et on commence aujourd'hui à avoir quelques clients à l'international. On est en discussion avec certains brokers internationaux pour fournir quelques-uns de nos algorithmes à ces gens-là. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Je peux vous assurer que chaque jour, ma priorité va à notre clientèle existante. Je fais partie des clients en tant que moi-même investisseur, et mon objectif, c'est d'avoir la meilleure solution possible. Parfois, j'ai des contraintes d'entreprise et de développement qui m'amènent ailleurs, mais ma priorité, c'est vraiment toujours de réfléchir aux outils que je suis en train de vous proposer. Donc, les outils qui concernent qui sont pour moi très très importants, qui permettent de comprendre, comme la courbe qu'on a à l'écran, le temps qu'on passe, c'est pas en perte, c'est-à-dire en dessous des plus hauts précédents. C'est vraiment un outil psychologiquement important pour surtout pour les nouveaux clients. Donc ça, on parle d'une question de jour, c'est en place. Les portefeuilles, on n'a pas encore, enfin on est en train de faire énormément de calculs de tête, tout va bien, voilà. Donc si ça continue à aller bien, on parle de quelques semaines. À un moment donné, comme dans toute solution technique, on va bien finir par rencontrer un problème, et ça peut nous donner un petit peu de délai, quoi. Et puis donc on va voir. Et je suis aussi en train de travailler avec Tradency, qui est la plateforme qu'on utilise. Ils sont en train de préparer une nouvelle version qui doit sortir cette année, et je travaille aussi avec eux là-dessus. Enfin voilà. Bon, on va pas on peut pas se faire plaindre. On a un travail considérable. C'est un projet qui est absolument fascinant intellectuellement. C'est une des périodes les plus excitantes de ma carrière. Mais très clairement, c'est vrai que la quantité de travail que ça demande est vraiment colossale. Donc voilà. J'ai aussi décidé là. On va pousser encore très fort pendant quelques semaines, et puis il va falloir en 2015 que j'arrive à prendre un petit peu plus de temps pour moi et pour ma famille, parce que clairement, si ça continue comme 2014, je pense que la santé pourrait en pâtir. Donc il faut aussi être raisonnable. Une entreprise, c'est un ensemble. Alors aurons-nous la possibilité de backtester les variantes dans les portefeuilles? Comme ça, je dirais non, parce que c'est pas un outil de backtest qu'on est en train de proposer. Maintenant, si à un moment donné, il y a une curiosité d'un certain nombre de clients par rapport à un portefeuille fait de stratégies qui existent, on peut tout à fait imaginer qu'on propose un service. Comme tout service demande rémunération, ça serait pas un travail considérable. Donc on peut imaginer une réflexion à ce niveau-là. Pour l'instant, c'est quand même assez loin de ce qu'on fait déjà. Alors, serait-il possible pour chaque stratégie d'avoir l'indicateur rouge du dernier slide affiché? Oui, comme je l'ai dit, voilà, ça c'est vraiment une question de. J'espère vraiment que c'est une question de jour. On est en train de se demander quelle est la. En fait, on bute sur une seule question. C'est que pour l'instant, l'équipe marketing n'est pas du tout satisfaite avec le côté visuel que je leur ai proposé. Voilà, on va dire les choses telles quelles. Ils trouvent ça incompréhensible. Ce qui est affiché à l'écran là, c'est la dernière version, elle date de ce jour même. J'ai fait ça ce matin avec Alexandre, et donc moi je suis satisfait de cette version là. Mais encore une fois, on va voir. Il faut le faire passer entre les mains de quelques personnes et essayer de valider l'idée. Moi, ce qui me paraît, il y a 2 informations qui me paraissent encore plus intéressantes que ce qui est affiché ici. C'est que voilà, le graphique c'est une chose, mais il faut aussi afficher ça de manière historique. C'est-à-dire que par exemple sur cet equity là on est sur, je crois que c'est EPD sur l'or,
entrée plat dessert sur l'or. Et donc on a une stratégie qui, comme on le voit, a passé une fois 5,5 mois à être en recul par rapport à un plus haut précédent. Donc ça, c'est un métrique très important, c'est-à-dire de comprendre que sur les 8 dernières années, le plus possible, c'était 5,5 mois, mais il faut aussi comprendre qu'il y a plein d'autres fois où c'est arrivé. Et par exemple, une idée en l'air, c'est de dire, là, on a 11 pics sur cette période de 8 ans, et donc ça correspond à 11 fois où on a perdu plus de 2 mois consécutivement. Donc ce qui permet vraiment aux gens de comprendre que c'est la norme, que parfois c'est 2 mois, parfois c'est 3 mois, parfois c'est 5 mois et demi, comme c'est le cas là. Et donc je trouve que les deux informations sont intéressantes. Donc on est en train d'essayer de voir comment on pourrait montrer ça visuellement et esthétiquement. Voilà. Donc j'ai plus de questions. C'est assez surprenant. On a fini beaucoup plus tôt que les webinaires précédents. Je vous remercie beaucoup pour votre présence à ce webinaire. Encore une fois, en synthèse, je répète, ce qui est important et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assurance vie est un beau produit, c'est un produit défiscalisé. Je ne dis pas qu'il faut casser un contrat d'assurance vie, je dis simplement qu'il faut être à l'éveil, en veille de ce qui se passe dans le monde des obligations. On a tendance à prendre pour acquis ce qui se passe parce que c'est un produit à très long terme. Je dis aujourd'hui, plus que jamais, il faut être à l'écoute de ce qui se passe. Et à côté de ça, je vous présente aujourd'hui un nouveau produit qui est un produit d'accompagnement d'épargne et qui est un produit qui vise à avoir une performance nettement supérieure à ce qui se passe dans ces contrats d'assurance vie et nettement moins risqué que l'investissement en bourse classique, puisque l'objectif est d'avoir un risque contrôlé. Et donc, quelqu'un qui aurait un portefeuille d'assurance vie pourrait très bien placer 10 à 15% sur notre produit en prenant un risque, par exemple, avec un levier 2 ou 3, et en essayant vraiment d'avoir pardon, je vais y arriver, une prise de risque qui est la plus faible possible par rapport à un investissement traditionnel boursier. Voilà, comme je dois être un peu fatigué, pardonnez-moi pour ces quelques balbutiements. Et donc, voilà. Et donc, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine fois pour un autre webinaire. En sortant, vous verrez que vous avez 2-3 petites questions. Et donc, si vous voulez bien prendre le temps, ça prend juste à peine moins d'1 minute pour répondre aux 3 questions. Et donc, je vous en remercie d'avance. Ça permet toujours de faire aussi progresser notre produit par rapport aux questions qu'on nous pose. Et voilà. Merci pour les vœux aussi. Je reçois des vœux de quelques clients. Je suis très sensible. Merci à vous.